Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour un épisode ou une analyse un peu spéciale. Cette semaine, il n'y a pas d'épisode de Dans le Mille, mais on vous fait quand même une analyse de Justin Poirier, donc un des meilleurs espoirs de la LHGMQ pour le repêchage 2024. Avant de rentrer dans son jeu offensif, défensif, comme d'habitude, le jeu global, on voulait juste simplement remercier notre partenaire Elite Prospect qui nous commandite avec un code DLM pour 30% de rabais sur leur abonnement annuel parce que c'est eux qui nous fournissent le fond pour toutes nos analyses d'espoir. Donc tout ce que vous voyez, ce qui est derrière nos photos, c'est tout Elite Prospect qui nous le fournit. Donc si vous voulez des stats plus en profondeur, allez faire un tour sur leur site. Ouais, ben, regarde, on va lancer directement sur un peu le background de Justin Poirier. Là, on peut voir les statistiques. C'est un gars qui a été repêché dans la première ronde de son draft à la GMQ. Mhm. Il y avait vraiment eu une saison incroyable avec les Grenadiers de Châteauguay. On peut reconnaître un peu peut-être son nom de famille par son frère, son grand frère Jérémy Poirier, espoir de Calgary, Mhm. repêché en troisième ronde en 2020, qui devrait s'en venir Excellent l'année aussi. prochaine, là, avoir des matchs NHL parce que là, il commence à poireauter un peu dans NHL avec des bonnes stats offensives, là. Donc, bien hâte de voir ça. Mais pour se concentrer un peu plus sur Justin Poirier, donc très petit, 5 pieds 8, mais il est quand même 181 livres. Puis vous allez voir, là, c'est un gars qui est très fort physiquement. Là. C'est pas un Lane Hudson en termes de bousculade. Là. Il se tient, il a un très fort tronc. Puis on peut voir cette saison, là, ça a été le premier de 17 ans depuis quelques années, là, un bon 10, 15, 20 ans même, je pense, à faire 50 buts dans son année de repêchage. Donc, Justin Poirier, ça, petit, mais avec un talent offensif incroyable. Il doit y en avoir un au minimum par année de draft de ce cas-là un peu étrange que les équipes ne savent pas trop quoi faire. Moi, c'est un gars que j'aimerais vraiment savoir en présentiel, être présent au match parce qu'il y a tellement d'atouts que j'aimerais juste voir plus comment il se comporte hors jeu. Puis il faut aussi parler du fait qu'en ce moment, il y a 10 buts en 8 matchs en série. Le Drakkar de Bécomo est vraiment en train de ramasser tout sur leur passage avec deux séries gagnées en 4 matchs. Et là, ils vont commencer la demi-finale de la LHMQ contre les Aigles de Cap-Breton. Ouais, puis écoute, on parle de son équipe ici. Bécomo, déjà, quand on regarde, admettons, toutes les autres équipes de la LHGMQ, les Huskies, que nous on avait prédit qu'ils iraient plus loin, puis finalement se sont plantés en deuxième ronde, leur meilleur pointeur, c'est Antonin Veyro, c'est beaucoup des gars vétérans. Chez Bécomo, Justin Poirier, c'est le deuxième meilleur pointeur de l'équipe, meilleur marqueur en termes de buts, et puis ce gars-là a 17 ans, donc justement, juste quand on regarde ses performances au sein de l'équipe, puis comment il élève l'équipe à un autre niveau. C'est super impressionnant d'être capable de faire ça à son année de repêchage déjà. Puis, Oui, puis même, tu parles de son âge, là, regarde sa date de naissance. Il est s'il était né une semaine plus tard, là, il serait dans le draft 2025. Fait que ça bon, s'en met encore plus. ça, il faudrait qu'on s'en reparle par contre un moment donné. Ça serait intéressant de voir comment ça affecte comment on voit les joueurs pour le repêchage. Mais qu'est-ce qui peut expliquer autant de succès à Bécomo? Ben, déjà, tous les attributs positifs dont on va vous parler plus tard. Mais il y a aussi un point à prendre en considération qu'on avait parlé un peu dans notre analyse d'Alexis Bernier, c'est que Bécomo, c'est une équipe qui joue extrêmement sur la relance. Donc, ils vont aller vraiment capitaliser sur les erreurs des autres équipes, qui vont vraiment partir vite. C'est beaucoup, beaucoup plus de buts sur justement des relances, des contre-attaques que sur des jeux établis. Puis Justin Poirier, c'est vraiment là qui est à son meilleur. Fait que ça peut expliquer autant de points, ça mélangé avec ses bons attributs. Là. Je veux pas lui enlever aucun crédit en disant ça. C'est juste que le style de jeu de Justin Poirier complémente extrêmement bien le style de jeu de Bécomo. Puis avant de rentrer dans nos trucs qui sont plus spécifiques aux zones, donc justement vous expliquer qu'est-ce qui fait en sorte que c'est un autant bon marqueur, je voulais aussi noter que Justin Poirier, c'est quelqu'un qui, pour moi, cette saison, a connu une amélioration incroyable. On peut voir que la saison dernière, il était déjà productif. Puis ça a tout le temps été un gars pour qui l'offense, produire, mettre des points, ça n'a pas été un problème. Mais euh, au début de la saison, moi, je trouvais qu'il suivait beaucoup trop la POC, que justement, c'était un petit peu juste ça qu'il y avait dans sa tête. Donc, quand la POC rentrait à droite dans la zone, ben lui, il était à droite dans la zone aussi. Puis maintenant, quand on regarde son jeu, on va en reparler tantôt, là, mais le placement, c'est un de ses points gros positifs. Puis j'ai plus l'impression que c'est vraiment un aimant à POC. Puis il y a tellement d'autres aspects de son jeu qui se sont améliorés. Puis écoutez, je trouvais ça important juste de le souligner parce que je le dis souvent, un joueur qui s'améliore autant en une saison, pour moi, c'est un des plus gros drapeaux verts, comme on dit, avant de rentrer dans un repêchage.
Oui, puis même moi, je dirais en lien avec l'amélioration, là, juste si on peut voir là, ces stats de série, encore une fois, je reviens, mais Mhm. l'année passée, 9 points en 7 matchs et cette année, 14 en 8. Moi, vraiment, là, il y avait quelque chose que je voulais voir de Poirier, puis c'est pour ça que j'ai regardé plus des matchs de mi-saison, fin de saison et série, parce que je voulais voir comment il allait être dans la saison, puis comment il allait être en série, et vraiment, il monte d'une coche quand il arrive en série, quand ça compte. Euh, on va y lancer directement là. Ouais. Poirier, il y a une touche de marqueur. C'est pas juste qu'il a un bon tir ou qu'il est chanceux parce qu'il est devant le net et il fait des rebonds. Non, non. Il va avoir toutes les facettes d'un marqueur de la Ligue nationale, d'un pro. Il marque à différents endroits. Il n'a pas peur d'aller devant le net, même s'il est 5 pieds 8. Justement, il va devant le net, il n'hésite pas, il trouve la manière de se démarquer devant le net. Euh, il y a aussi une technique de tir que j'aime vraiment parce que il y a comme une déception dans la manière qu'il tire. Ce qui fait que, surtout son tir du poignet, là, ce qui fait qu'on dirait que les défenseurs sont comme jamais certains de exactement où est-ce qu'il va décocher. Il va changer d'angle de tir. Il va faire un petit jeu avec ses patins pour vendre le tir peut-être un peu plus tôt ou un peu plus tard. Puis, en tout cas, je trouve toujours qu'il trouve la manière de mêler un peu le défenseur devant lui pour que son tir se rende ou qu'il crée quelque chose. Il y a des mains surprenantes. Est-ce qu'il y a les meilleures mains du repêchage? Est-ce qu'il est dans le top 10 du repêchage? Non, mais il y a des mains qui peuvent surprendre quand il y a l'espace. Il a une très bonne capacité à protéger la rondelle. Je trouve que c'est très difficile à le déranger. Quand il y a la rondelle, à un moment donné, je l'ai vu avoir deux, trois palettes sur sa palette à lui, puis être quand même capable de décocher ou de faire sa passe. Et vraiment, ce que je dois dire au final, c'est qu'il est capable de make something out of nothing, de faire quelque chose en rien, de faire quelque chose en sortant de rien. De créer quelque chose à partir de rien, Mais exactement. il est créatif. Ouais. C'est un gars créatif. Ses passes du revers sont précises. Puis moi, c'est ça. Son seul problème que je verrai offensivement, c'est juste que des fois, on dirait qu'il pense qu'il est tout seul. Comme tu l'as dit, quand la POC est à droite, lui, c'est comme s'il était tout seul de son trio. Fait qu'il va aller où est-ce que la POC est, où est-ce que le danger est, au lieu de des fois regarder un peu qui est là à côté de lui. Fait qu'il va des fois être collé à ses coéquipiers, mais en fait, c'est juste parce que selon lui, c'est la meilleure option. Mais tu sais, ça va devoir s'adapter au prochain niveau. Ouais, puis comme tu dis, justement, c'est un gars qui peut vraiment surprendre dans la zone offensive avec son tir. Euh, Si vous avez regardé le premier match des séries, là, son but sur l'avantage numérique juste à gauche du gardien, il était vraiment presque en ligne horizontale avec le gardien. Il a décoché sur le côté, puis c'est rentré. Tu sais, il n'a pas besoin d'être dans la meilleure situation, que ce soit un joueur qui le garde ou bien au bon endroit sur la glace pour vraiment être dérangeant puis foudroyant avec son tir. Puis écoute, toi, tu as donné ton seul point négatif sur lui en zone offensive. Moi, écoute, je vais donner un autre point que j'ai remarqué avant de rentrer dans mon positif, là, un peu faire le buzzkill, comme on dit, avant de rentrer dans tout ce qui est bien. Moi, ce que j'aimerais voir un tout petit peu mieux en zone offensive, en plus de ce que je l'ai dit, parce que je suis d'accord avec son point de encore une fois, on le voit des fois être un petit peu trop attiré par la puck, un petit peu trop collé sur son autre joueur, même si ça arrive beaucoup moins souvent qu'avant. Puis je pense que ça va être facile à régler une fois qu'il arrive à un niveau plus haut. C'est juste d'être un tout petit peu plus solide sur son bâton, parce que c'est vrai que sur ses pieds, admettons, quand il se fait pousser, c'est difficile de lui enlever la puck en le poussant. C'est pas le joueur le plus fort, mais il est quand même très, très, comme je l'ai dit tantôt, un bon tronc, donc il va pas se faire pousser facilement. Par contre, avec son bâton, j'ai l'impression que souvent, c'est facile de lui enlever la puck avec un petit poke. Quand un joueur avec un bon bâton vient lui mettre son bâton sur son bâton à lui, il va perdre la rondelle. Donc, cet petit aspect-là, je pense que c'est un petit aspect qui pourrait devenir gros si ça ne serait pas en arrivant au pro. Mais à part de ça, son jeu en zone offensive est incroyable. Moi, ce que j'aime beaucoup, je dis tantôt, pourquoi est-ce qu'il fait autant bien avec un jeu de contre-attaque? Ben, c'est vraiment sa relance. Qu'est-ce qui fait que sa relance est autant bonne? Déjà, son positionnement. Comment est-ce que quand son équipe récupère la rondelle dans leur propre zone, il est capable de se placer rapidement pour être une option de passe puis relancer l'attaque vraiment, vraiment rapidement, ce qui est crucial, crucial, crucial dans un plan de contre-attaque. Il y a une super belle explosion en ligne droite, donc une fois qu'il y a la rondelle, si il voit que devant lui, il y a une situation qui lui semble parfaite pour commencer l'attaque, il est capable d'exploser, d'aller très très vite avec la puck en ligne droite. Et puis,
écoute, je le dis des bonnes mains, je pense que ça va bien avec un bon contrôle de rondelle. Et puis ça aide extrêmement beaucoup avec l'explosion. Donc quand il va en ligne droite, c'est rapide, c'est difficile de lui enlever la rondelle. Puis ça se mélange avec sa créativité pour créer des entrées de zone, des situations de marquer pour son équipe qui sont très, très foudroyantes. Si on parle aussi de son jeu, un peu quand c'est pas lui qui rentre dans la zone avec la rondelle. Dans le temps, la saison passée, au début de la saison, je trouvais qu'il y avait beaucoup de misère à accepter le fait que des fois, il faut que tu sois le F3, il faut que tu sois l'attaquant qui est un petit peu plus reculé de l'attaque, si on peut dire ça comme ça. Donc, tu sais, il va y avoir deux attaquants qui vont mener l'attaque, quelqu'un qui va se mettre devant le filet, quelqu'un qui va décocher le tir, puis il en faut un qui soit prêt à revenir pour pas justement que l'équipe se fasse prendre en contre-attaque. Puis maintenant, vers la fin de la saison, je trouve qu'il remplit ce rôle très bien. Il y a une bonne lecture de jeu de OK, là en ce moment, il y a déjà deux personnes dans la zone, moi je peux me reculer un peu plus puis être prêt à revenir, ce qu'il n'y avait pas avant, mais maintenant il le fait extrêmement bien. Puis, ce qui aide beaucoup dans cet aspect-là aussi, c'est ses changements de direction. Moi, si on parle de son coup de patin, je trouve que quand il n'y a pas la rondelle, j'aimerais voir une petite amélioration au niveau de la vitesse. Rien d'énorme, mais quand même, comme je dis tantôt, son coup de patin en ligne droite est excellent. Puis, ce qui est là aussi, c'est où je vois pas de problème, c'est comment la vitesse de changement de direction. Donc, pas la vitesse de patinage, vraiment combien de temps ça te prend pour justement aller d'un bord à l'autre, faire des petits changements. Justin Poirier, je trouve que il le maîtrise super bien ça. Ouais. Puis pour donner un peu une description de comment, tantôt on disait comment est-ce qu'il a fait pour arriver à 51 buts. C'est pas le gars qui va arriver dans la zone puis qui va te créer un jeu puis qui va le finir de A à Z. Ou bien c'est pas un playmaker, c'est vraiment un gars comme je le dis qui va être bon pour aller finir. Puis les moments où est-ce qu'il brille le plus, c'est vraiment justement quand il a juste besoin de se positionner bien pour recevoir la passe de son coéquipier, puis juste aller justement faire son tir foudroyant ou bien sa petite touche finale, que ce soit devant le net, à côté du net. Il n'y a pas vraiment de hot zone, un peu si on peut dire ça comme ça, là, de zone chaude là, pour le mettre en français, où lui, quand il est de cette zone-là, il marche bien, mais dans les autres, non. Lui, partout dans la zone offensive, il va être dangereux. Puis son pain, là, si on peut dire ça comme ça, ce qui marche vraiment bien de son jeu, c'est d'aller se mettre ouvert dans ces jeux-là et de compléter les jeux de ses coéquipiers. Donc moi, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui peut être foudroyant, encore une fois, pour utiliser la même expression trois fois, si on le met dans une ligne avec des playmakers. Tu sais, je pense, pour ceux qui suivent la LHJMQ, là, regardez, admettons, un Guité cette saison, on dit qu'il est capable de tout le temps trouver ses coéquipiers. Si on met un gars comme ça avec un Justin Poirier, je pense que les deux s'entraident énormément. Puis à Bécomo, on voyait beaucoup justement de joueurs comme des Raoul Boilard qui peuvent trouver leurs coéquipiers. Puis Justin Poirier, là où il marche le mieux, c'est justement en finition, en placement, aller compléter le jeu de quelqu'un d'autre. Mais sans que ça soit un drapeau rouge, comme on peut dire. Donc, sans que... Il y a quand même la capacité de rentrer dans la zone de façon créative. Il y a des bonnes passes, comme je le dis aussi tantôt, ces passes du revers sont bonnes. Donc, c'est pas vraiment pour l'expression en anglais, le one-trick pony, dans le sens qu'il peut juste se placer puis juste finir. Mais je pense que c'est vraiment là que sa spécialité est tout de même. Puis, pour finir sur les notes que j'ai sur lui en zone offensive, souvent, ce que je remarque, c'est qu'il y a des talents qui arrivent en repêchage, qui sont connus pour leur jeu offensif, leur jeu flashy. Donc, tu sais, souvent, Justin Poirier, on va le dire, si tu regardez ses highlights, ça va être des tirs qui viennent de zones peu dangereuses, qui réussissent à mettre des échappées, donc vraiment des jeux flashy. Souvent, les joueurs qui arrivent avec ce prototype-là vont avoir beaucoup de misère à se calmer, un peu comme on disait avec Yakemcha plus tôt, se calmer puis être capable de faire le jeu plus simple quand vient le besoin. Puis Justin Poirier, moi, j'ai trouvé qu'il forçait pas ses jeux. Oui, il y a des buts flashy, mais il est très capable de faire le petit jeu. Tu sais, je pense justement encore une fois au match 1 des séries où il a reçu une puck en zone neutre. Puis, en tout cas, tu mets comme tous les joueurs sur une ligne, il était comme le premier dans la zone neutre. Puis tous ses deux autres coéquipiers étaient un peu plus bas, puis ont pris un petit peu plus de temps à venir en zone neutre. Fait qu'il aurait pu essayer de partir tout seul puis déjouer trois joueurs. Le taux de probabilité que ça marche est très bas. Ce qu'il a décidé de faire, prendre la puck, faire une belle passe du revers pour redonner à son défenseur, laisser le temps à son attaque de se placer. Fait qu'il n'y a pas de problème à faire des petits jeux simples comme ça, même si c'est un peu moins flashy que ce qu'on voit d'habitude de lui. Mais Poirier, c'est un gars qui bourdonne. Puis moi, il y en a une couple là, tu sais, dans la LNH, on pourrait dire, là, qui, quand ils ont besoin d'un but, ça paraît sur la glace qu'ils switchent d'une vitesse. Dans la LPHF, Marie-Philippe Poulain, c'est ça. Quand elle sent qu'elle a besoin d'un but pour son équipe, Ouais. tout d'un coup, tu vois une Poulain comme avec tu sais, un petit plus d'énergie. Puis Poirier, c'est ça. Quand tu sens que là, ça fait 2, 3 power play dans la game qu'ils n'ont pas marqué ou qu'ils n'ont rien eu,
tu sens un Poirier beaucoup plus investi. C'est un gars qui n'a pas peur d'avoir des confrontations après le sifflet ou même pendant le sifflet. Je l'ai vu là, regarder des gars 6 pieds 3. Il regardait dans le bas, là, mais clairement, on dirait que dans sa tête, il regardait d'au-dessus. Fait que c'est vraiment offensivement, c'est un gars qui a les atouts pour être pro. Justement, il ne se base pas juste sur son excellent tir. Il est vraiment complet dans l'apport offensif, puis c'est ce qui fait que moi, je l'aime énormément. Si on switch du côté défensif, qui n'est pas le côté que vous allez bien comprendre que Poirier ne va pas gagner le Selkie. Quoique peut-être qu'il aurait pu, mais non. C'est un gars qui, justement, va peut-être avoir besoin de travail puis de conditionnement. Je pense que c'est plus ça le mot, le conditionnement, d'être capable de savoir quand être intense et quand ne pas l'être, parce que des fois, on dirait que c'est comme si ça y va vraiment quand ça y tente. Je trouve que des fois, il va attendre. Il va comme jouer de son rôle de winger trop textbook. Donc, OK, non, moi, le winger, je ne dépasse pas la ligne de ringuette et donc je vais attendre ici. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que des fois, il y aura un jeu qui va se passer dans le coin de la glace, de son côté de la zone. Mais comme c'est le winger, il va comme rester en recul parce que j'imagine que leur système, c'est on veut le moins possible qu'un winger descende. Mais ça fait que des fois, on dirait qu'il attend au lieu d'aller aider son défenseur ou d'aller contrer l'attaquant, il va comme attendre puis en disant comme oh non, moi je peux pas dépasser cette ligne-là. Tu sais, fait que ça aussi, c'est des fois des affaires, je me dis, bon, là, c'est-tu le système ou c'est lui qui veut pas trop s'impliquer? Puis aussi, mettons, j'avais vu un moment donné un 2 contre 1 de l'autre équipe et il avait comme un peu abandonné. Il n'a pas tant back-checké, même si le 2v1 était vraiment loin devant lui. Puis, tu sais, ça a fini dans un but, mais quand même, il faut que tu back-check, il faut que tu donnes le plus que tu as parce que tu sais jamais ce qui peut se passer. Un rebond, le défenseur la bloque, tu veux être le plus proche. Il avait abandonné. Puis à un moment donné aussi, un moment où est-ce qu'il y a eu une très longue présence offensive. Et là, les adversaires contre-attaquent, rentrent dans la zone offensive de Bécomo et je pense qu'il y a eu un bon 10-12 secondes. Pas de Poirier. Poirier ne rentrait pas, il n'arrivait pas. Ça a pris énormément de temps à revenir. Même à un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'il est allé changer? Mais non. Poirier, c'est un gars qui a quand même tendance à étirer ses chiffres. Je ne sais pas si tu as trouvé ça, mais moi, j'ai vu une couple de fois là, que on dirait quasiment il joue sur 2 trios. Là. Il joue avec son trio, puis là, l'autre trio va embarquer, puis il va rester avec eux. Fait que moi, ça, c'est ce que j'ai trouvé. Mais sinon, qu'est-ce qu'il fait bien défensivement, là, c'est justement quand il est intense, il est intense. Il roule bien ses mises en échec. Je l'ai vu frapper des gars plus gros que lui, puis que les gars tombent. Et un peu à la Yakemchuk et d'autres gars qui ont des habiletés offensives. Il y a un IQ offensif qui l'aide à couper des jeux. Il y a un bon sens du timing aussi, juste en général, quand il y a des relances ou quand ça se coupe en zone neutre ou en zone défensive. Il y a le bon sens de quoi faire quand il y a une réaction rapide, justement, il sait que son coéquipier va la couper, donc il sait exactement où est-ce qu'il va, où aller pour donner une option de passe à son coéquipier. Donc, tu sais, c'est ça, c'est toujours. Poirier, c'est pas un cas complètement à la Crystal qu'on se dit tabarouette, il faut qu'il en marque 60 dans LNH pour être capable de compenser de ses buts contre. Je pense que aussi, justement, au niveau LNH ou au prochain niveau, il va lui falloir vraiment un centre qui est ou un allié ou les deux qui sont vraiment responsables ou qui sont vraiment plus dédiés à la tâche. Parce que comme tu l'as dit, oui, le F3, il l'a pris, il l'embrasse mieux ce rôle-là, mais je pense que ça va jamais être un rôle dans lequel tu veux mettre Poirier parce que c'est pas un gars qui est assez rapide pour te faire une contre-attaque incroyable ou qui est assez fort physiquement pour justement être le F3 à repartir back et freiner. Fait que moi, je pense vraiment que Poirier, c'est un gars qui doit être bien soutenu défensivement, mais après, tu peux le laisser justement make something out of nothing. Poirier, moi, je pense pas que la défensive, c'est tant grave. Ouais, moi, non, c'est pas tant grave. Puis ce qui me fait aussi beaucoup dire ça, c'est que c'est pas. Je pense pas que c'est un manque de volonté. Donc, il y a des joueurs qui sont extrêmement Exact. offensifs que quand ils vont arriver dans la zone défensive, on dirait que eux-mêmes ont pas envie d'être là. Ils jouent proche à la ligne bleue, puis
ils ont juste envie de repartir. C'est sûr que des fois, Poirier, quand on regarde un chiffre, on dit, OK, là, tu traînes un tout petit peu trop près de la ligne bleue, arrête de penser à la relance en ce moment. Tu sais, admettons, quand tu as un avantage de 1, 2 buts, arrête de penser un peu à la relance, puis mets-toi dans ta zone, focus un petit peu sur justement ce que tu es bon à faire, ce que tu peux faire en zone défensive, même en étant petit, donc c'est-à-dire couper des passes, aller bloquer des tirs. Par contre, c'est ça, comme tu l'as dit tantôt, Bécomo ont un système qui est extrêmement sur la relance, donc il peut justement pousser les joueurs à jouer un petit peu plus, avoir la tête vraiment à la relance parce que c'est comme ça qu'ils marquent leur but. Donc ça peut expliquer ça un peu. Peut-être qu'un changement de système va faire un petit peu de bien à ce niveau-là. Là. Je pense pas que c'est un énorme drapeau rouge, mais des fois ça arrive. Mais je pense qu'en zone défensive, pour un joueur de son gabarit, de ses spécialités, il a vraiment montré une belle volonté de s'impliquer. Volonté n'égale pas efficacité. Des fois, on le voit essayer, puis ça ne marche pas parce que justement, c'est pas le joueur qui a juste comment son corps puis comment ses habiletés lui permettent pas d'être le meilleur défensivement. Mais j'ai quand même vu un gros effort, surtout dans les séries. Là, j'ai vraiment aimé comment est-ce qu'il était. Il n'hésitait pas à aller se mettre devant un tir, se positionner pour justement bloquer un tir, couper des passes. Là, c'est sûr que justement tous les aspects un peu plus négatifs de son jeu qu'on a dit tantôt, où est-ce qu'ils viennent le plus le nuire, c'est vraiment en zone défensive. J'ai dit qu'il y avait un petit peu de... Tu sais, quand il se faisait faire un poke, c'était un petit peu facile de lui enlever la rondelle, mais ça fait que quand il est en zone défensive, lui, aller enlever la puck à un joueur qui est pas mal plus gros, c'est un petit peu plus difficile pour lui. Je pense pas que c'est un de ses points forts, là, aller poker les autres pour chercher leur rondelle. Non. Puis le jeu physique, oui, il reste sur ses patins. C'est vraiment impressionnant. Tu sais, son jeu, un peu, je sais pas, à la Cole Caulfield cette saison avec le Canadien, son jeu physique pour sa taille s'en vient vraiment bien. Tu sais, Cole Caulfield, je pense plus que c'est quelque chose qu'il retient en arrière. Justin Poirier, c'est la même chose. Il va pas se faire jeter par terre facilement, mais n'empêche qu'à la fin de la journée, il peut pas changer le fait qu'il est 5 pieds 8, puis des fois, quand il est en zone offensive, si l'autre équipe envoie un joueur pour justement être proche de lui puis l'empêcher d'aller dans certaines zones, il peut quand même facilement se faire bloquer dans un coin de la patinoire juste dû au gabarit. Tu sais, ça, je pense pas que c'est nécessairement quelque chose qui va se régler avec le temps, mais c'est quelque chose, tu sais, en tout cas, tu peux le dire comme un point négatif pour Justin Poirier, mais qui va être pour tous les joueurs de ce gabarit-là. Puis justement, c'est ça un peu qui va empêcher un gars de 5 pieds 8 d'aller justement gagner le Selkie. Mais écoute, comme je le dis, comme on l'a dit au début, c'est un joueur qui est vraiment ce qui va amener à ton équipe. C'est de l'offense, donc c'est normal que le jeu en zone défensive déjà soit moins développé. Puis que, écoute, c'est pas un gros problème. Il y a l'effort. Ce qu'il peut faire, je pense qu'il sait. Là, c'est pas, il n'y a pas besoin d'apprendre qu'il peut bloquer des tirs, qu'il peut couper les lignes de passe. Il sait, puis il essaie de le faire le mieux qu'il peut. Donc, tu sais, juste travailler ces aspects-là, puis écoute, ça va venir. C'est normal que ce soit pas son meilleur aspect. Puis si on regarde vraiment, tu sais, en prenant zone défensive, zone offensive ensemble, de quoi est-ce que ce gars-là pourrait avoir l'air? Moi, je pense que vraiment, comme j'ai dit tantôt, son rôle, ça serait qu'une équipe en LNH aille le prendre, tu sais, en tout cas, moi, je le vois vraiment comme un gars qui pourrait être pris, passer le choix 20 dans la première ronde. Je pense que c'est mon joueur préféré de la LHMQ pour le repêchage de cette année à la LNH. Je pense que c'est un joueur qui est un peu oublié pour le repêchage LNH cette année. Oui, j'entends certains gars en parler, mais tu sais, on dirait que toutes les vidéos de repêchage, les gens qui font un mock se sentent obligés de parler de Maxime Massé, puis avec raison, le Maxime Massé, c'était un joueur québécois qui était qui avait beaucoup de hype, mais je pense que Justin Poirier, c'est quelqu'un qui, avec son niveau de jeu, son amélioration au-dessus de cette saison, a mérité de se faire mettre dans cette discussion-là de est-ce qu'on devrait le prendre dans la première ronde. Puis que justement, vu que c'est l'effet opposé de Bansay, il n'y a pas tout le monde qui a commencé à en discuter. Moi, je pense que quand je vois des joueurs de bas de première ronde, tu sais, je pense, admettons, à un Emile Hemming, admettons, Hemming va avoir un jeu beaucoup plus complet partout sur la glace que Justin Poirier. Ça va être moins spécialité, mais Poirier sait tellement bien comment utiliser sa spécialité que moi, je pense que j'irais le prendre avant justement des joueurs comme ça. Même Maxime Massé, on pourrait dire la même chose. Là, son jeu est plus complet. Il va être plus utile dans la zone défensive et donc il va avoir un apport un peu plus partout sur la glace. Oui, mais l'apport offensif de Justin Poirier est tellement haut que j'irais le prendre sans question au-dessus de Maxime Massé. Puis justement, je reviens à mon point initial de ce que je disais avant de dire où est-ce que je le prendrais dans le repêchage, c'est que je pense que s'il se fait prendre par une équipe
LNH, puis qu'il le mette vraiment dans un trio où ça va être celui qui va compléter. Donc le trio va pas être bâti autour de lui, mais il peut bien venir compléter un trio. Je pense que ça pourrait être un des joueurs qui produit le mieux dans le repêchage de cette année. Donc on parle potentiellement d'un des top 10, top 15, top 20 meilleurs producteurs du repêchage cette année, si ce n'est pas plus. Puis tu sais, je pense qu'on n'en parle pas tant de Poirier par sa grandeur. Par le fait que ça fait peur des fois des gars justement qui font trop de points dans le junior, qui sont petits comme ça, que tu te dis ouais, défensivement. Mais tu sais, regarde, Zach Benson, à 18 ans, il s'est établi dans la Ligue nationale 30 points. Lui, il est 5 pieds 9, 163 livres. Déjà, Puis, Poirier a 18 livres de plus. Caulfield, on le sait, il vient de faire une saison de 65 points, 5 pieds 7, 174 livres. Est-ce qu'il a le même tir que Caulfield et la même créativité? ben, Non. Jules, Mais juste pour on s'entend bien. te compléter sur Benson, parce que juste avant, je le regardais, je trouve que quand on parle de positionnement en zone offensive, justement, c'est un très bon comparable, parce que est-ce que le talent est autant haut, comme tu dis, est-ce qu'il y a la même créativité, le même IQ qui va le permettre d'aller dans la NH la saison prochaine? Non. Mais quand on parle de placement en zone offensive, c'est un joueur à qui il est extrêmement similaire, puis qui est capable de justement éviter l'aspect physique du jeu autant bien que Benson. Là. Je pense que c'est une très bonne comparable, ces deux-là ensemble. Ouais, après, moi, je m'attends pas à ce que Poirier soit capable de faire Non, l'équipe l'année prochaine. non. Benson, il a quand même, on s'entend que Benson a fait 98 points en 60 matchs C'est quelque chose de plus. dans une ligue qui est encore moins offensive. Mais moi, je suis aussi très d'accord avec toi. Moi, c'est un gars que Poirier. Est-ce que c'est mon préféré de la LGMQ? Bon, c'est dur à dire, il y en a tellement. Puis, mais c'est sans y aller d'un côté subjectif. Est-ce que moi je l'aime ou non, mais moi je pense que Poirier va être le meilleur joueur de la LGMQ offensivement de ce draft-là. Et moi, ce gars-là, je commence à le drafter à partir du 15e rang. Puis je vous explique exactement pourquoi. Parce qu'en gros, si on regarde dans les dernières années dans les drafts, quand tu regardes les meilleurs pointeurs, tu vas à 2016. Le 17 à 20e meilleur pointeur, là, c'est des Ross Colton, des Tyson Jost. Tu t'en vas en 2017. Le meilleur pointeur en 2017, ben le meilleur, non. Les pointeurs autour du 17 et 20e rang, là, c'est des gars de Morgan Geeky, c'est des gars de bas d'alignement, c'est des gars qui sont pas spectaculaires. Tu t'en vas en 2018, c'est des gars encore, tu sais, c'est des Rasmussen, c'est des gars vraiment justement de troisième, quatrième trio. Donc, à chaque année dans le draft, il y a peut-être 15 gars là, qui sont techniquement en termes de points des gars de top 4, top 6. Poirier, je l'ai dit tantôt, je trouve que ses habiletés offensives sont hyper transposables juste par le fait qu'il c'est complet. Caulfield, c'est cette année qu'on a vraiment vu ce côté-là plus complet de sa game en termes de physicalité, en termes d'aller au filet, d'avoir d'autres aspects que de juste tirer. Puis Poirier, il les a déjà travaillés parce que clairement, il a déjà eu à frapper ce mur-là de compétitivité puis de voir compenser en ajoutant des arcs des flèches à son arc et non juste se baser sur son tir. Donc, moi, c'est un gars que à partir du 15e rang, après le 15e rang, justement, s'il y a des gros défenseurs qui sortent, je ne vais jamais être contre, mais moi, je parle de si tu es une équipe qui va aller chercher un gars qui te fait des points, qui va être sur un top 6, parce que je pense que Poirier, s'il n'est pas sur un top 6, peut-être un troisième trio, mais vraiment max. Puis aussi, je veux qu'on le compare à un autre gars. Un espoir de Columbus, de Blue Jackets, des Blue Jackets de Columbus, Jordan Dumais. Donc, Dumais avait eu une saison de draft incroyable. Même si il était petit, le monde, la liste de la LNH le mettait dans les rondes plus tardives. La seule différence, c'est que Dumais, il avait eu des problèmes de comportement. On savait qu'il y avait des problèmes dès le début. On savait qu'il avait critiqué les scouts de la centrale LNH en disant que c'était pas des vrais, puis c'était du monde qui avait pas de job, donc il s'était retourné vers la LNH. Il y en a eu d'autres problèmes par la suite, il y en a eu dernièrement aussi. Poirier, il n'y a pas eu un problème qui est sorti de là. Connaissant son frère, de comment il est, c'est une famille qui vont être hyper sérieux, hyper concentré à la tâche. Poirier, depuis le début, qui joue dans des rangs quand même élevés, là, dont je parle de midget et ensuite QMG, LHMQ, et là, on verra pour les prochaines années, mais il arrive toujours un peu
comme le gars qui doit soulever son équipe. En 2021-2022, avec les Grenadiers, c'est la première saison, si je me rappelle bien, qu'on a vraiment commencé à suivre la M18. Et justement, les Grenadiers étaient une équipe qui n'était pas incroyable, qui était quand même, si je me rappelle bien, là, pas une équipe avec plein d'espoir et à surveiller, là, mais il a vraiment, vraiment livré la marchandise. Puis on l'a vu encore, justement, tu l'as dit au début du podcast. Le seul qui a plus de points, c'est Justin Gill, un gars de 20 ans. Et il mène la barque. Et là, on voit en playoff, ça continue. Mais Donc, moi, Poirier, c'est un gars que dès la mi de la première ronde, là, si une équipe se lance dessus, je l'applaudis. Ça m'étonnerait, moi, qu'il sorte de la deuxième ronde. Qu'on sorte de la deuxième ronde et qu'il ne soit pas repêché. Je pense que le Bob McKenzie et autres le mettent autour du 60, 70e, mais moi, je pense qu'une équipe va sauter dessus avant. Puis je ouais. pense justement que il y a des apprentissages qui se font au courant des années, là. Puis Poirier, à un moment donné, il faut penser autre sa taille parce que sincèrement, il y a des habiletés d'un pro et ça m'étonnerait vraiment pas, moi, qu'il fasse le saut vite dans la LNH. Puis je niaise même pas. Là, je pense que pas l'année prochaine, mais dans 2 ans, il pourrait sauter sur un line-up LNH. Ouais, je pense que honnêtement, quand je regarde les joueurs québécois pour le repêchage cette année, le seul que je trouve qui aurait vraiment un cas pour être pris plus haut, pour le rôle qu'il pourrait remplir plus haut, c'est vraiment juste Sacha Boisvert, là, peut-être à cause de l'aspect un petit peu offensif que Sacha Boisvert amène, mais en même temps, Sacha Boisvert, il joue en USHL, fait que je l'ai Dans une ligue plus faible. pas mal moins vu jouer. Au niveau de la vie personnelle, là, je l'ai pas mal moins vu jouer que Justin Poirier cette saison. Donc, je voudrais pas m'avancer en disant que Justin Poirier, c'est le meilleur espoir québécois. Mais je pense que le seul qui pourrait vraiment avoir un cas pour être plus haut que lui, en tout cas dans mon rang personnel, ça serait vraiment Boisvert. Ouais, puis regarde, tu parles d'espoir de 2024, ça va être intéressant. La demi-finale, Drakkar contre Aigle, les Eagles de Ouais. Cabreton, parce qu'il y a Thomas Lavoie d'un côté Mm. et de l'autre bord, on a Alexis Bernier et Justin Poirier. Donc, pour les Ouais. fervents d'espoir qui regardent la vidéo, Mais regardez cette série-là ou ça, regardez les highlights si vous pouvez. si on peut, justement, par contre, en tout cas, ça va être intéressant comme série parce que c'est ça aussi. Thomas et Alexis. Alexis Bernier, c'est ça qui est curieux aussi à Bécomo, c'est que je disais tantôt que Justin Poirier avait été un peu oublié. Tu sais, par contre, tu prends Jordan Dumais à son année, oui, c'était 109 points, là, fait que c'est une plus grosse récolte que cette saison, mais les gens en parlaient beaucoup de Jordan Dumais avant d'arriver dans le repêchage. Justin Poirier, c'était pas au Québec, je pense pas que tu en entends parler. Puis le défenseur qui est derrière lui, Alexis Bernier, aussi, tu n'en entends pas parler, et pourtant, je pense qu'il est meilleur qu'un autre défenseur qui est souvent mis plus haut que lui, Thomas Lavoie, donc contre qui ils vont jouer. Donc peut-être que Thomas Lavoie va me faire manger mes paroles dans cette demi-finale-là, mais j'ai vraiment hâte de voir parce que moi, je pense que c'est deux gars un peu oubliés du repêchage cette année, Justin Poirier puis Alexis Bernier. Ouais, puis Poirier, c'est qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas élite, là, mais proche de l'élite. Mhm. Son habileté à marquer. Donc, c'est pour ça que même si on aime Bernier, on ne met pas Bernier en première ronde Non, c'est ou en ça. deuxième ronde. Là, tu sais. On est très conscient que Bernier a une limitation. Poirier, c'est vraiment le fait que c'est ça. Il y a un potentiel qui est là. Puis il a l'air d'être un gars qui. Tu sais, c'est un gars qui va jouer pro. C'est juste. C'est comme quand tu regardes TG là, tu te dis pas, ah, ça se peut que lui, il joue pas une game pro. T'es convaincu que Keguela va jouer au moins 100 games pro. Puis Poirier, je peux pas dire 100 games, là, mais moi, je pense qu'il va jouer pro. Je suis Mais convaincu. c'est ça, qui va au moins essayer le prochain niveau, là. Si ça flop, on verra. Là, c'est des choses qui sont impossibles à prédire, mais c'est un Ouais. joueur qui, vraiment, dans son style de jeu, ça s'adapte bien au jeu pro. Fait que sur ça, merci à tout le monde d'avoir écouté ce soir. La semaine prochaine, on est de retour aussi. Et Semaine dépendamment prochaine, de si, on sans est. moi ou avec Théo. Ben, c'est ça, on va voir la semaine prochaine, je vous fais des annonces au courant de la semaine pour voir qu'est-ce qui se passe, mais le projet, ça serait un avant-vue des séries LPHF. Donc, restez à l'affût, puis merci d'avoir écouté l'analyse, un peu plus longue que d'habitude, mais tu sais, c'est un joueur qui est tellement mitigé. Donc, merci à tout le monde d'avoir écouté, puis on se retrouve pour mardi prochain pour le prochain Dans le Mille.